qui est spécialiste du traitement de la donnée sensible depuis 2000. On vient de fêter nos 20 ans. Donc, au sein de l'équipe de consultants, on a une practice orientée gestion de risque et de conformité, gouvernance et conformité, dont j'ai la charge. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment piloter vos risques avec sérénité. Et le meilleur moyen, c'est d'illustrer la démarche à travers un cas d'usage. Donc, on va prendre l'exemple suivant, la mise en œuvre de nouveaux services en ligne avec MyWeb Services. Donc, pour piloter nos risques avec sérénité, en fait, on a choisi de travailler depuis plusieurs années maintenant avec la société Egeri et notamment leur outil Egeri Risk Manager. Voilà. Donc, on va illustrer la démarche que l'on propose de pilotage des risques avec cet outil Egeri Risk Manager. Lors de la démonstration, nous allons aborder les étapes suivantes, donc l'intégration de la sécurité dès le démarrage de vos projets, voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil pour qualifier les besoins de sécurité et définir le contexte des analyses de risque pour les piloter voilà, pour chacun des projets. Comment enrôler les équipes et les différents acteurs de la sécurité voilà, lors d'un projet et comment définir et suivre la cartographie de l'ensemble des risques et de la conformité. Voilà. Donc, si on passe au slide suivant, je vous propose de vous présenter un peu plus, voilà, merci Simon, dans un peu plus de détails, le cas qu'on souhaite vous présenter. Donc, on est une société, My Company, et on souhaite sortir une nouvelle plateforme web, MyWeb Services, qui aura deux cas d'usage. C'est la mise en ligne de nouveaux services, voilà, qui permettra à nos clients, entreprises ou particuliers, la gestion de leurs contrats et éventuellement la souscription aux nouveaux contrats. Voilà, donc c'est un projet qui est stratégique pour nous. En termes de données, on sait qu'on va traiter de données clients, des types coordonnées complètes, numéros de contrat, etc. Et éventuellement des données de fonctionnement voilà, sur nos services. Notre environnement MyWeb Services va faire intervenir plusieurs ressources, types de ressources. Alors, l'application va être hébergée chez un hébergeur tiers avec, voilà, qui aura la responsabilité de l'environnement physique et des administrateurs qui pourront avoir éventuellement accès à cette plateforme et différentes ressources au sein de My Company, donc aussi bien administrateurs, utilisateurs, les gestionnaires, enfin l'application et toute la partie serveur système. Voilà, comme ça, ça permet d'illustrer le cas de figure qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Et donc, comme le disait Rachid tout à l'heure, pour faire cette démonstration, nous sommes avec Simon Amiot de la société Egeri. Donc, je pense qu'on peut passer à la partie démonstration. Et donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Simon Amiot, ingénieur cybersécurité, product manager chez Egeri. Donc, je ferai partie des animateurs de ce webinaire, notamment pour toute la partie démonstration. Voilà. Donc, je vous propose de passer sur la partie démonstration. Donc, finalement, on va prendre le cas d'usage qui est ici et on va essayer de voir à quoi il va pouvoir ressembler finalement dans la solution qui est Risk Manager. Donc, Egeri Risk Manager. Donc, l'idée ici, c'est que je vais me connecter à la plateforme. Donc, ici, on est sur une plateforme qui permet de piloter ces risques, de gérer ces risques. Qui s'appelle Egeri Risk Manager. Je vais me connecter ici en tant que Risk Manager, quelqu'un qui va constituer une analyse de risque, un accompagnant SSI sur un projet. Donc, je vais me connecter et je vais me lancer dans l'analyse de risque, justement, de ce cas d'usage. Je n'enregistre pas mon mot de passe. Donc, pour rappel, le cas d'usage, ici, c'est une application qui s'appelle MyWeb Services, qui va avoir un certain contexte avec un hébergeur potentiellement externe.
et puis des utilisateurs, des systèmes d'information qui sont basés au sein de ma compagnie. Donc ici, pour démarrer ce projet, la première étape, évidemment, ça va être de créer l'analyse de risque pour le projet. Donc, lorsqu'on se connecte à la solution, hein, on reviendra sur la partie indicateur, mais on va pouvoir notamment accéder rapidement à l'ensemble de ces projets. Ici, on reparlera des tests d'intrusion, des audits 27001, de la notion de conformité. Moi, je vais commencer par créer mon projet, donc en faisant tout simplement créer un module d'analyse. Voilà. Donc, ici, je vais créer ma première analyse de risque sur mon projet qui s'appelle My Web Services. Étant donné que c'est tout l'intérêt de la solution, que je n'ai pas envie de refaire tout le projet, je n'aurai pas le temps de toute façon pendant ce webinaire, je vais partir d'un modèle préexistant d'une analyse de risque. Pourquoi? Puisque tout simplement, lorsque ici j'ai un cas d'usage qui est une application de proposition de service en ligne, c'est classique, c'est-à-dire que c'est potentiellement une analyse que j'ai déjà faite sur un autre service, une autre application web où le contexte est assez similaire, à savoir on a un hébergeur et puis des utilisateurs, des administrateurs, une application et un serveur. C'est quelque chose de très classique. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser Egeri pour capitaliser et aller plus vite lors de l'analyse de risque. Donc ça, c'est la première étape et on va le faire dès la création de l'analyse de risque. Donc on va créer à partir d'un modèle d'analyse qui va déjà contenir un certain nombre de risques, un certain nombre de composants du système, hop, pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je fais ceci. Automatiquement ici, alors évidemment ici on avait déjà préalimenté pour le besoin de ce webinaire le titre. Donc ici on a une nouvelle application qui s'appelle My Web Services. C'est la société My Company qui souhaite proposer une nouvelle application à ses clients avec des achats, des souscriptions à des services en ligne, des contrats. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail hein, ici de comment est-ce qu'on va créer l'analyse de risque. On verra plutôt ça pendant le webinaire. Donc ici, je suis parti d'un modèle, hein, tout simplement, un modèle d'analyse de risque sur une application web classique. Voilà. Donc, mon analyse est ici. Et ensuite, pour pouvoir commencer à faire l'analyse de risque, je vais tout simplement cliquer dessus et je vais rentrer dans l'analyse de risque et on va commencer à constituer l'analyse de risque, la préqualification des risques sur ce projet d'application My Web Services. Voilà. Donc évidemment, ici, j'ai une analyse qui est en apparence vide. Alors, elle ne l'est pas totalement et on va voir pourquoi. Donc ici, mon analyse paraît vide. La première étape que je vais faire, c'est justement passer par un mode guidé pour voir toutes les étapes que je vais devoir faire pour faire toute la partie sécurité du projet. Donc, je vais aller dans le mode guidé, ici, et je vais retrouver un certain nombre d'étapes. Donc, on voit ici, on appelle ça également des modules, module 1, module 2, module 3, module 4, module 5. C'est finalement toutes les grandes étapes que je vais devoir réaliser dans mon analyse de la sécurité et des risques du projet. Donc, la première étape, on va tout simplement décrire le projet. Donc ici, décrire le système objet de l'analyse. Donc, on va voir, en cliquant sur accéder à la page, on va voir ce qui avait déjà été préalimenté. Hop, alors je vais enlever l'assistant Egeri, comme ceci. Donc, j'ai déjà un certain nombre de choses, à savoir préalimenter le nom du projet, donc c'est l'application My Web Services, le métier, le responsable projet, donc on va pouvoir mettre des interlocuteurs. Donc ici, un certain Dujardin, donc, qui va être le responsable du projet. Le responsable technique, c'est la DSI. Le responsable sécurité, c'est l'équipe, évidemment, de la sécurité des systèmes d'information. Il y a également un éditeur, un hébergeur. Voilà, on va retrouver un certain nombre de personnes, des dates, une présentation du projet avec l'objectif, éventuellement les objectifs de l'étude des risques, les contraintes. Ici, on pense notamment à une contrainte de temps. Voilà, donc on va retrouver toutes des informations, tout ce type d'informations dans ma description du projet. C'est vraiment du déclaratif, de la description projet. Donc cette étape est déjà réalisée. Donc je reviens ici. Et une fois qu'évidemment l'étape est réalisée, je marque comme terminé. Comme ça, je vais pouvoir tout simplement avancer de manière guidée dans mon projet. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir renseigner l'ensemble des parties prenantes, des acteurs du projet, avec notamment, ici, on retrouve la DSI, donc on peut mettre des services ou des personnes, hein, RSSI, hébergeur,
manager, l'équipe SSI, Monsieur Dujardin qui est ici, donc, qui est dans l'administration applicative de My Web Services. Voilà, la direction de Web Services, etc., etc. Donc ici, encore une fois, on est parti sur un modèle d'analyse qui était déjà préalimenté pour aller plus vite. Évidemment, dans le webinaire, on n'avait pas le temps de constituer toute l'analyse de risque, donc on a déjà préalimenté certaines choses, et notamment la description du projet. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et ensuite, une fois qu'on a fini l'étape, donc on voit ici c'est terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ici l'étape 2. Alors l'étape 2, c'est une partie qui va être intéressante, où je vais donc ici, l'objectif, c'est qu'on va essayer de préqualifier en amont même de l'analyse de risque, de préqualifier le projet. Donc, pour identifier si c'est un projet sensible, si c'est un projet finalement moyennement sensible ou absolument pas sensible, ça nous permettra également de savoir derrière si on a vraiment besoin d'une analyse de risque et quel est l'effort d'analyse de risque et de sécurité qu'on va devoir mettre derrière ce projet. Voilà, ce qui permet également d'optimiser ses coûts en termes de sécurité SSI, en termes de SSI par rapport à un projet. Si le projet est très sensible, dans ce cas-là, on sait qu'on va devoir mettre du budget pour sécuriser le système. En revanche, si c'est un projet qui n'est pas sensible, finalement, on peut se contenter d'appliquer des règles d'hygiène assez simples et donc d'économiser finalement en budget par rapport à la sécurité. Donc voilà pour la partie questionnaire, pour la partie préqualification. Donc j'ai cliqué sur accéder à la page et j'arrive sur une interface ici où je vais pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc je vais avoir des questions et des sections. Je ne vais pas vous détailler cette partie-là. Je vais plutôt simplement partager ici ce questionnaire au responsable projet qui va connaître bien plus les réponses liées au projet que moi, l'accompagnant SSI. Donc finalement, ça revient à réaliser l'interview par rapport au responsable projet, mais via le logiciel. Et c'est donc ce que je vais faire ici. Pour réaliser cette interview, je vais simplement cliquer sur partager ici. Voilà. Donc je vais cliquer sur partager et je vais partager ici à alors si je ne dis pas de bêtises, donc Aline, je partage avec toi Avec moi, oui. Donc Aline va jouer un double rôle aujourd'hui, à la fois le rôle de chef de projet, responsable projet. Et tout à l'heure, le rôle de RSSI. Voilà. Voilà, donc on peut évidemment envoyer finalement ce questionnaire par mail. Donc ici, voilà. Donc je rentre évidemment l'adresse de mon chef de projet, j'enregistre et automatiquement, que va-t-il se passer? Un lien, qui est le lien du questionnaire, va être envoyé au chef de projet pour qu'il réponde aux questions et que je récupère finalement tout simplement les réponses, ce qui revient à réaliser une interview finalement. Voilà, donc ici j'ai envoyé le questionnaire à Aline Moiret. Nous allons maintenant changer la présentation et c'est Aline qui va récupérer la main pour vous présenter maintenant la vision responsable projet et que va pouvoir faire le responsable projet avec ce questionnaire. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre la main. Hop. Voilà. Hop. Donc, je pense que vous voyez tous mon écran. Et voilà. Donc là, je viens de recevoir à l'instant, on voit l'heure 11h20 à Luxembourg, 10h20 pour vous, le lien que Simon vient de m'envoyer. Donc si je clique sur la plateforme, hop, vous voyez que là, j'ai accès à une interface qui est plus simple que celle que Simon vient de vous présenter et dans laquelle je retrouve l'ensemble des questions auxquelles je dois répondre. Donc, on se trouve vraiment dans une démarche de prise en compte de la sécurité dans vos projets et des questionnaires que vous pouvez éventuellement déjà échanger avec vos propres équipes projets pour évaluer les besoins de sécurité de certains de vos projets. Voilà. Donc là, l'objectif va être d'évaluer le système. Donc la description du projet
Voilà. Donc là, c'est la mise en ligne de la nouvelle plateforme My Web Services. Voilà. Donc là, c'est une description très succincte, mais on peut tout à fait, j'allais dire, décrire dans les détails qui sont nécessaires l'ensemble des paramètres du projet. Les objectifs, la mise en ligne de nouveaux services, notamment la gestion des contrats et la souscription à de nouveaux contrats. Voilà. Hop. Donc, métier porteur du projet, voilà. Donc, c'est la ligne de service Web Services. Hop. Et là, donc, c'était des champs libres qui étaient mis, j'allais dire, à ma disposition pour décrire le projet. Maintenant, j'ai une liste de questions à choix multiples auxquelles il faut que je réponde voilà, qui permettent de décrire plus précisément les besoins du projet, notamment en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité et de traçabilité, voilà, qui sont les critères de sécurité qui ont été choisis. Donc, quelle est la durée admissible d'indisponibilité? Voilà, c'est une plateforme en ligne qui est la vitrine de ma société, donc je vais indiquer inférieur à 1 heure. Quels sont les impacts financiers en cas de dépassement de la durée admissible d'indisponibilité? Voilà, j'estime ces impacts entre 10 et 100 000 euros, par exemple. En termes d'intégrité, quelle est la perte admissible de données? Bon, on va mettre entre 1 et 4 heures. On a fait notre analyse en amont. Et les impacts financiers en cas de dépassement de cette perte, voilà, de cette perte admissible de données, on va mettre aussi un impact entre 10 et 5 euros. Ensuite, concernant la confidentialité, quelles sont les données traitées? Là, typiquement, je vais avoir des données à caractère personnel, puisqu'on a parlé de gestion de contrat et les coordonnées de clients, etc. Des données clients, des données internes de fonctionnement sur les différents services. Mais voilà, mais je n'ai pas forcément de données de santé ou ce genre de choses. Les impacts financiers en cas de fuite de données, ils peuvent être assez élevés, notamment du fait de la présence ou du traitement de données à caractère personnel, voilà, et des législations qui peuvent être en place. Petit aparté, en termes de... Oui. Tu peux également, par exemple, j'en parle dans cette partie questionnaire, mettre un commentaire en expliquant le pourquoi finalement il y a des impacts financiers entre 100 000 et 1 million, comme par exemple les notions d'amende liées à la protection des données, etc. Donc c'est d'où le champ commentaire lié à toutes les... le traitement de données personnelles et soumis à une législation en vigueur. Le montant, j'y arriverai, des amendes peut s'élever, je dis n'importe quoi, à 1 million d'euros. Voilà. Hop. Donc comme ça, merci Simon pour l'aparté, effectivement, on peut justifier, notamment dans le cas des questions à choix multiples, des réponses qu'on donne. Ce qu'il est important à souligner, c'est que les questions auxquelles je réponds ici sont complètement configurables. C'est-à-dire que dans le modèle que nous avons préparé pour le webinaire, voilà, on a défini ce questionnaire-là. Mais voilà, on peut, dans la solution, complètement configurer ce questionnaire, organiser les différentes sections de façon cohérente à vos besoins. On peut sélectionner, on peut complètement personnaliser les questions, définir des questions avec des réponses libres, comme on a vu au début, des réponses à choix multiples, comme ici.
ou des réponses multiples, mais où on ne peut choisir qu'une seule valeur, comme ce champ-là. Voilà. Donc là, pareil, je réponds aux questions de traçabilité, hop, et je valide mon questionnaire. Ça me permet, en tant que chef de projet, de voir que globalement, j'ai un indice de criticité qui est défini comme élevé. Donc, je sais que il faut mener l'analyse de risque jusqu'au bout et voilà, bien travailler avec les équipes RSSI pour s'assurer que le niveau que les contrôles ou les mesures de sécurité qui sont mises en place dans le cadre de ce projet sont cohérentes par rapport aux besoins de sécurité. Et ce que je vois ici, c'est que j'ai une recommandation. Et la recommandation, c'est contacter le DPO afin d'étudier les problématiques liées au RGPD, au GDPR. Cette recommandation est apparue, entre autres, parce que j'ai notifié que j'allais traiter de données à caractère personnel. Donc là aussi, ce genre de notification est complètement personnalisable et vous pouvez choisir de faire apparaître des recommandations, voilà, en fonction des réponses qui sont données aux différentes questions. Je vois ici l'indice de criticité par section et je vois que, par exemple, l'indice de criticité pour la disponibilité est assez élevé, plus élevé que l'indice de traçabilité, par exemple. Maintenant que j'ai répondu au questionnaire, je notifie le responsable que le questionnaire a été correctement complété. Et voilà. Et Simon, je te le laisse reprendre la main. Merci Aline. Hop, moi, je vais attendre justement d'avoir les droits pour voilà, le partage. Merci. Voilà. Donc ici, moi, je reviens sur mon interface. Alors, on a l'impression que c'est vide, hein, évidemment. Ici, je n'ai pas rechargé la page. Mais évidemment, à la prochaine connexion, voilà, ou simplement le fait de recharger la page, le fait d'aller sur une autre page, sur ma page d'actualité ou de faire autre chose, je vais pouvoir voir en direct finalement comment le questionnaire a été complété. Voilà. Donc on arrive, évidemment, c'est une application web, donc c'est ce qui permet le partage, la collaboration, et je vais récupérer automatiquement toutes les réponses. Alors, je vais évidemment avoir cette notification par mail et dans l'outil, avec finalement où en est le questionnaire. Donc ici, je vois qu'il a été rempli à 100%, donc par Aline, évidemment, à 11h28. L'indice de criticité, si je clique sur détail, j'arrive exactement sur la page où je suis. Hop, donc là, j'enlève. Et automatiquement, je vais récupérer finalement la même vision ici qu'Aline sur la partie questionnaire, voir l'état d'avancement, la recommandation de contact du DPO afin d'étudier les problématiques alors liées au GDPR ou à d'autres organismes de régulation, un indice de criticité globale qui lui est déduit notamment de l'indice de criticité par section. Donc, les grandes sections sont ici, hein. Et en l'occurrence, ici, on avait choisi de mettre les DICT. Et donc, on voit notamment ici que c'est le besoin de disponibilité qui est critique dans cette application My Web Services parce que, on l'a répété, Aline l'a très bien expliqué lorsqu'elle a rempli le questionnaire, c'est la vitrine de nos sociétés, elle ne doit pas être indisponible plus d'une heure, d'où finalement un indice de criticité élevé en termes de disponibilité, notamment à cause de la durée admissible inférieure à une heure. Mais on voit également qu'en termes de confidentialité, on a un score élevé, notamment pour les données, la sensibilité des données traitées, notamment du fait qu'on a des données à caractère personnel, des données clients, mais également pour les impacts financiers en cas de fuite de données, avec ce commentaire qui explique pourquoi on peut avoir finalement un montant élevé d'impact financier par rapport à ça. Donc, on va retrouver vraiment toutes les informations du projet qui vont nous aider, nous orienter dans l'analyse de risque projet. Donc, vraiment, dans cette notion d'intégration de la sécurité dans les projets, on comprend assez rapidement, finalement, il va falloir mettre les efforts ici en termes de sécurité. Donc, ici, les efforts seront mis en termes de dispo et de confidentialité. Voilà. Donc, voilà pour cette partie-là. Une fois qu'on a terminé le questionnaire,
On va pouvoir passer à la suite. Donc là, j'ai toutes les informations pour continuer l'analyse de risque. Je vais pouvoir lancer la suite du projet. Donc ici, on a fini cette étape de pré-classification du projet. Donc on va attaquer là vraiment la partie analyse de risque. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, je vais simplement vous montrer un petit peu ce qui avait déjà été préalimenté dans le modèle et ce qu'on va faire pour faire cette analyse de risque. Donc on va commencer par la partie description ici des actifs supports, des composants de notre système. Donc on va essayer de savoir ici quel est notre système. Donc on va vraiment retrouver l'environnement physique, l'environnement, l'hébergeur et son administrateur ici. On va retrouver un certain nombre de composants informatiques comme un serveur, l'application My Web Services en question, un administrateur interne et des utilisateurs. Voilà. Donc toutes ces informations-là sont des informations qui étaient dans mon modèle et que j'ai pu personnaliser un petit peu et que je peux encore personnaliser comme je le souhaite en mettant des propriétaires, des personnes en face. Ici, en l'occurrence, j'avais déjà un certain nombre de vulnérabilités. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des vulnérabilités, mais j'avais déjà défini un certain nombre d'éléments dans mon analyse de risque que j'ai pu réutiliser et donc capitaliser cette analyse My Web Service ici. Donc ça, c'est pour la partie bien. Vous voyez, c'est vraiment ce qui correspond ici à toute cette notion de système, donc l'hébergeur, My Company. Voilà. Et My Web Services, ici, correspond plutôt au service qu'on va fournir, donc à ce qu'on appelle un actif primordial. C'est vraiment ce qu'on va protéger. C'est tous les services qu'on va proposer, les données qui vont transiter dans l'application, ce qu'on appelle les actifs primordiaux. C'est vraiment ici, on a la partie de composants qu'on va effectivement protéger, mais ce qu'on a réellement envie de protéger, ce sont surtout les données et les services qu'on va proposer. Voilà. Et donc, pour ce faire, c'est l'étape suivante. Qu'une fois qu'on a décrit notre système et nos composants, on va simplement décrire les services, les données qu'on va vouloir protéger et quel est leur niveau de sensibilité. Ici, en l'occurrence, données clients, données de fonctionnement, etc. Donc, c'est tous des éléments qui étaient déjà rentrés dans mon modèle, mais que je vais pouvoir activer en expliquant que oui, les clients vont vouloir consulter leurs informations, souscrire potentiellement à de nouvelles offres, à de nouveaux contrats, et on retrouvera des données clients et des données de fonctionnement. On aurait également pu rajouter les données à caractère personnel ici. Voilà. Et donc, on va sélectionner tout ce qu'on a dans notre analyse et on va les activer pour dire effectivement, on a dans notre application My Web Services, on a des données clients, des données de fonctionnement qui contiennent des données à caractère personnel, des DCP, qui vont avoir un niveau de sensibilité élevé, notamment ici en termes de disponibilité, en termes de confidentialité. On va retrouver vraiment toutes ces informations-là, autant au niveau des services qu'au niveau des données. Donc ici, l'idée des actifs primordiaux, on va lister tous les process, les fonctions, les données qu'on va vouloir protéger en termes de dispo, de confidentialité, de traçabilité ou d'intégrité. Une fois qu'on a fait ce travail, on va pouvoir avancer dans notre analyse de risque. Pour l'instant, on a vraiment décrit ici à la fois les composants de notre système, donc des applications, des serveurs, des administrateurs, et les services ici qu'on voulait justement faire tourner sur ce système-là et leur sensibilité. Voilà. Donc ici, on a fait ce travail-là. Donc on valide. On a fait également le travail d'association entre les deux, en expliquant où se trouvent les données. Si je prends par exemple mes données internes de fonctionnement, on va les retrouver sur l'application, l'administrateur qui pourra avoir accès à ces données et le serveur, alors que les données clients, on va les retrouver un petit peu partout, chez l'hébergeur, mais également pour les utilisateurs ou le serveur ou l'application. Voilà. Donc on a fait ce travail d'association. Donc évidemment, encore une fois, tout ce que vous voyez ici est paramétrable. On l'a paramétré pour ce webinaire dans un modèle, mais vous pouvez le faire vous-même, évidemment. Les normes applicables, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, je vais passer cette partie-là pour plus de clarté pendant le webinaire. Les vulnérabilités qui affectent mes composants, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais on les a déjà définis. On verra ces différents éléments, mais un petit peu plus tard. Notamment ici,
on va pouvoir définir des mesures de sécurité. Donc là, c'est vraiment pour commencer à définir des différentes exigences, ce qu'on va faire pour sécuriser nos systèmes. Donc ici, je vais accéder à la page des mesures de sécurité. Voilà. Et donc ici, je vais retrouver l'ensemble des mesures qui étaient prédéfinies dans mon modèle, à savoir des mesures sur mon application Web Services, avec typiquement de l'application des mises à jour de sécurité, du chiffrement, de la journalisation, du guide de bonnes pratiques. On va pouvoir retrouver des mesures de sécurité rangées par chapitre, hein, donc des mesures liées à la conformité, des mesures plutôt liées à la partie infrastructure de l'hébergeur, donc avec de la vidéosurveillance, des systèmes d'alarme, plus sur une approche sûreté, et puis même des mesures liées à la RH, comme de la sensibilisation, de la formation du personnel, pardon. Donc typiquement former les administrateurs, former les développeurs, ce type de mesures plutôt orientées RH. Associées à chacune de ces mesures, on va pouvoir retrouver la notion de vulnérabilité, donc que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec on va pouvoir expliquer que le contrôle d'accès à l'application va permettre de corriger ce type de vulnérabilité, donc l'utilisation de comptes génériques. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Automatiquement lié aux mesures, on va avoir la notion de sur quel composant de mon système la mesure s'applique. Donc typiquement ici, je prends le scan de vulnérabilité, je vais pouvoir en faire un sur l'application, mais également sur le serveur. Voilà. Et surtout, on va avoir la notion également d'exigence, de conformité. Donc typiquement ici, j'en ai parlé tout à l'heure et j'ai dit qu'on y reviendrait plus tard, on y revient maintenant. Si j'ai envie, notamment dans le cadre d'appels d'offres ou, pour décrocher de nouveaux marchés, de potentiellement me conformer à l'ISO 27001, je vais pouvoir, on va dire, créer une norme, ici comme la norme de bonne pratique 27002, et associer ma mesure de sécurité à des exigences de la norme, comme la gestion des vulnérabilités techniques ou l'examen de la conformité technique, par exemple. Voilà, donc on va pouvoir associer des mesures à des exigences normatives et en faisant l'état des lieux des mesures, à savoir dire cette mesure est appliquée, cette mesure-ci n'est pas appliquée. On va faire vraiment l'état des lieux pour savoir qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qui n'est pas appliqué, qu'est-ce qu'on a prévu de faire ou qu'est-ce qui n'est pas applicable. On va pouvoir automatiquement avoir un niveau évidemment d'état des lieux des mesures ici, pour savoir qu'est-ce qui est appliqué et qu'est-ce qui n'est pas appliqué. Mais on va également pouvoir avoir une notion de quel est notre niveau de conformité par rapport à tel ou tel référentiel. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai pris la 27001, enfin plutôt les bonnes pratiques de la 27002, et je vais pouvoir voir dans chaque exigence quelles sont les mesures associées et quel est leur niveau ici de conformité. Voilà. Donc, je vais pouvoir l'avoir par chapitre. Ici, on retrouve les 14 chapitres des bonnes pratiques 27002 avec différents niveaux de conformité. Voilà. Et on va pouvoir jouer sur les indicateurs, évidemment, pour afficher ou non les niveaux. Donc voilà pour la partie conformité. Une fois qu'on a fait ce travail, évidemment, de mesures de sécurité, d'identifier quelles étaient les mesures appliquées, quelles étaient les mesures non appliquées, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est la fin de mon analyse de risque ici, puisque c'est la définition et le traitement, la création, la validation des risques. Voilà, donc ici j'ai les risques avec toute ma cartographie, chose que je n'avais pas au début de mon analyse. Mais pourquoi? Parce que dans mon analyse au début, c'était un modèle, je n'avais pas identifié d'actifs primordiaux, de services ou de données à protéger. À partir du moment où je les ai définis, automatiquement, j'ai eu une cartographie des risques qui s'est construite. Voilà, donc je vais retrouver un certain nombre de risques ici que j'ai définis avec voilà, des mesures en face. Une fois que j'ai fait mon analyse de risque, je peux tout valider et dire à mon RSSI, j'ai terminé mon analyse de risque. Donc, je ne vais pas détailler cette partie-là, je vais laisser plutôt Aline prendre la main sur la partie risque. Donc, j'ai fini de valider les risques. Ensuite, je peux extraire automatiquement un rapport et puis l'envoyer à Aline, par exemple, ou
mon COMEX. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Aline une fois que j'ai fini mon analyse de risque et elle, en tant que RSSI, va pouvoir valider, vérifier, voir un petit peu ce qui s'est passé entre sa dernière connexion et maintenant. Voilà. Hop. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, cette fois, je porte la casquette RSSI. Merci Simon. Donc là, je viens de me connecter à l'interface qui me permet d'avoir un fil d'actualité et de voir tous les modules d'analyse de risque sur lesquels on est en train de travailler. Ce qui m'intéresse, ça va être de regarder la cartographie des risques. Donc d'avoir en une seule vue, alors je vais juste grossir un petit peu, avoir en une seule vue l'ensemble des risques de l'ensemble des modules d'analyse qui sont traités sur mon instance. Voilà. Ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir regarder dans ce qu'on appelle une organisation, donc un subset ou un regroupement d'analyse de risque, à faire un focus sur ce regroupement-là. Donc là, on a défini un regroupement d'analyse EBRC d'Igora. Et donc là, pour ce subset ou ce groupe spécifique de modules d'analyse, on voit la liste des scénarios de risque, la liste des risques de chacune des analyses. On peut les classer en fonction de leur niveau de risque actuel, niveau de risque résiduel, donc après application du plan de traitement, etc. Là, par défaut, c'est classé du risque qui a le score le plus faible au plus élevé. Moi, je voudrais avoir la vue inverse. Donc, c'est ce que je vois ici. Mon objectif, c'est de voir quels sont les risques les plus élevés pour cette organisation-là. Je vois notamment que le risque de panne des équipements de climatisation provoque un dysfonctionnement ou un arrêt des serveurs. Donc ça, c'est un risque lié à la disponibilité. On a dit tout à l'heure que la disponibilité était un problème, mais bon, c'est pas sur l'analyse. Voilà, excusez-moi, c'était juste celui d'en dessous que je voulais présenter et qui est lié à l'analyse qu'on vient de faire. Mais c'est un risque qui est aussi lié à l'indisponibilité et à l'application d'une mise à jour logicielle qui provoque un dysfonctionnement logiciel. Donc, comme on a dit tout à l'heure que la disponibilité, c'était un élément clé, je vois que là, ce risque-là, niveau actuel, il est très élevé. Le risque résiduel est le même, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dans le plan de traitement pour réduire ce risque. Donc, je veux voir de façon plus précise ce que je dois faire. Donc, en cliquant sur le lien pour des facilités de navigation, je l'ai ouvert dans une nouvelle tabulation, mais voilà, en cliquant sur le lien, je retrouve l'interface que Simon vient de vous présenter. Donc, on est bien dans le module ici, dans le module d'analyse pour la nouvelle application MyWeb Services, et on retrouve la liste des 20 scénarios de risque que l'on a analysés. Et on retrouve bien en premier risque pour cette analyse-là le scénario d'indisponibilité. Alors, si je clique sur le scénario, là je vois le détail du scénario qui est le propriétaire. Et je vois surtout ce qui m'intéresse, c'est la liste, les vulnérabilités qui sont liées à ce scénario-là et les mesures de sécurité. Donc, on voit qu'on a 2 vulnérabilités avec 2 mesures de sécurité associées et qu'aucune des 2 n'est appliquée. Maintenant, je veux pouvoir simuler, je veux savoir sur quelle mesure jouer ou comment jouer sur l'application ou pas de ces mesures pour pouvoir réduire le risque. Donc, dans une interface spécifique, je vais simuler
le fait de programmer une mesure, c'est-à-dire mettre le statut programmé, ça veut dire que je vais définir un projet avec une date de début, une date cible de fin. Je vais qualifier ce projet en termes de coûts, en termes de ressources, coûts en termes de budget, etc. Et le fait de programmer une mesure va jouer normalement, sur le risque résiduel. Dans le cadre de l'outil de simulation, je vois là mon score actuel qui est très élevé de 3 et qui ne bouge pas parce que les mesures ne sont pas appliquées. Si je simule le fait de programmer une mesure, je vois que mon risque résiduel, donc le risque qui reste après l'application de mon plan de traitement, passe d'un score de 3 à un score de 1,8, donc un niveau de risque moyen. Voilà. Donc, je vais appliquer cela, c'est-à-dire que dans le cadre du traitement, je vais choisir de réduire ce risque. Donc là, le traitement passe à traiter à réduit. Et on voit qu'après l'application, voilà, donc c'était ce scénario-là, on voit que le risque résiduel, ici, est passé d'un niveau élevé, comme il était avant, à un niveau moyen. Donc voilà, ça permet de vous montrer vraiment comment piloter en fait son risque et comment orienter le plan de traitement du risque pour pouvoir adresser ou traiter, réduire les risques les plus élevés dans le cadre de cette analyse-là. Si je veux, voilà, et du coup la dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'était en termes de tableau de bord. Voilà, là on a travaillé sur une analyse. Sur une analyse, l'environnement où mon instance égérie me permet de gérer en parallèle plusieurs analyses de risque. Donc, dans mon interface tableau de bord, voilà, je peux avoir une vue synthétique de la cartographie des risques modélisés pour chacune des analyses. Le statut de préqualification du système et identifier les environnements qui correspondent à une préqualification de niveau faible ou une préqualification de niveau élevé. De voir quelle est mon exposition au risque de façon globale avec l'exposition résiduelle, c'est-à-dire celle après application du plan d'action et qui devrait réduire au maximum au fur et à mesure, la réduction active, donc la réduction du risque lié directement aux mesures qui sont déjà appliquées, et la réduction programmée, donc la réduction de risque qui sera effective à l'application du plan de traitement. Voilà. Et donc là, on retrouve ma nouvelle application, My Web Services. Petit aparté. Donc voilà, l'objectif. Pour compléter un petit peu les dashboards, etc. Sur la cartographie des risques, donc l'onglet précédent, vous avez également la possibilité de suivre donc soit les risques non traités, hein, c'est ce qui a été le cas ici puisque Aline avait un risque non traité, donc en tant que RSSI, il a vu un risque à 3 qui n'était pas traité et qui plus est n'était pas en prévision d'être traité, donc il n'y avait pas de mesure programmée dessus. On va également pouvoir, sur cette même interface, regarder les risques les plus sensibles et vérifier quelles sont les mesures programmées sur ces risques les plus sensibles pour se dire évidemment si ce risque a priori est important et qu'en plus il porte sur un projet qui est important, je vais devoir suivre les plans d'action et donc potentiellement on peut suivre les plans d'action suivant les mesures les plus importantes du fait des risques qu'elles viennent traiter. Voilà. Donc là, effectivement, dans la première interface qui a été présentée, la cartographie des risques, je peux voir de façon centralisée les risques les plus élevés et suivre pour chacun de ces risques-là les mesures qui sont programmées et donc
pouvoir demander la mise à jour du statut aux responsables de traitement pour pouvoir évoluer et voir évoluer mon niveau de risque. Voilà. Donc l'objectif de cette démonstration, c'était de vous présenter, enfin de vous montrer que l'outil Géry Risk Manager vous permet vraiment de piloter vos risques de sécurité liés à la sécurité de l'information de façon industrialisé, puisqu'on est parti d'un modèle. Donc c'est ce que Simon a présenté au départ en montrant qu'on peut créer une nouvelle analyse en partant d'un modèle existant. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup avec nos clients, c'est de définir un modèle de base qui puisse servir de modèle pour chacune des analyses qui sont à faire. Et ça permet de pouvoir vraiment comparer ou utiliser le même socle de mesures de sécurité, le même socle d'actifs, les mêmes échelles de mesures du risque pour toutes les analyses que vous avez à faire. Le fait d'avoir une interface comme celle que je vous présente ici ou la cartographie des risques permet aussi de pouvoir comparer et de pouvoir analyser en une seule vue le statut de vos différentes différentes analyses. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'abandonner l'outil qui est beaucoup utilisé souvent, c'est un Excel, voilà, pour faire des analyses unitaires, pour pouvoir vraiment industrialiser la démarche et avoir une analyse globale de ces niveaux de risque. Donc je voulais juste partager un dernier slide. Voilà. Donc les bénéfices, c'est vraiment un pilotage des risques et de la conformité par vos équipes et le pilotage des risques et de conformité de vos partenaires. Profiter d'un accompagnement par nos experts en termes d'analyse de risque et de gestion de la sécurité des systèmes d'information, d'avoir une démarche outillée, d'où la notion d'industrialisation avec la solution et Géry Risk Manager. Voilà, une des grosses forces, c'est vraiment le côté collaboratif qui permet une approche globale, agile et structurée. Voilà, le tout pour avoir une gouvernance et un pilotage et une conformité des risques cyber et de protection des données à caractère personnel. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, je crois que j'ai vu quelques questions déjà dans les. Je commence avec une question, moi, Aline. Je me mets du côté du client. Alors, c'est bien la présentation. Voilà, sachant que je connais bien le Géry. Moi, j'ai une question qui revient souvent. Aujourd'hui, est-ce que dans ce que vous avez présenté, c'est les risques liés à l'IT? Maintenant, oui. Est-ce que la solution Géry peut gérer les risques liés au métier, la logistique, la production, le commercial, le juridique? Est-ce que cette solution peut gérer l'ensemble des risques métiers en plus de la partie IT? J'apporte une réponse, Annie ? Oui. Alors, on a des clients et des utilisateurs qui le font. Ça va dépendre. Finalement, c'est qu'une question de modélisation. Un risque, c'est une vulnérabilité, une vraisemblance, une gravité. Le risque IT, on y retrouve des notions de vulnérabilité, de menace. J'ai vu ça dans les questions. On retrouve la notion de bien support, de système. Le risque métier, on sera plutôt sur un risque défini de manière globale, donc juste un titre. Et il y aura une vraisemblance ou une gravité, donc grosso modo une probabilité et des conséquences. C'est finalement un risque IT, un risque métier, c'est un risque IT, mais version un petit peu plus simple dans sa modélisation. Donc, on a des clients qui le font. C'est qu'une question de choix de modélisation des risques. Et dans la plateforme, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs cas d'usage. Et on a des cas d'usage notamment de type GRC, où on aura juste des risques et des mesures qui permettent de modéliser des risques métiers.
D'accord. Alors, la réponse est oui. Deuxième question. Voilà. Deuxième question. Quand on parle de sécurité, il y a toujours un référentiel, un standard, une norme. Est-ce qu'on peut intégrer plus de référentiels pour suivre l'écart par rapport à nos pratiques internes à ces référentiels-là? Oui, tout à fait. Donc, on peut intégrer tous les référentiels dont vous avez besoin. Donc, nous, les référentiels avec lesquels on travaille, si je vous donne un cas pratique qu'on a chez plusieurs clients, c'est qu'en termes de mesures de sécurité, on intègre les différentes exigences de la politique de sécurité du client et on fait un lien ou une correspondance avec des référentiels, donc avec les bonnes pratiques 27002, avec PCI DSS pour le monde du paiement en ligne. Et traitement de données type carte bancaire, tout ce qui est Swift CSP, là aussi c'est plus orienté dans le monde financier. Ça pourrait être du HDS pour tout ce qui est traitement de données de santé, etc., etc. Donc en fait, toutes les interfaces qu'on a présentées aujourd'hui sont complètement configurables. Donc on a un catalogue de référentiels qui existe, qu'on peut importer, j'allais dire, out of the box. Et si vous avez un référentiel spécifique, par exemple, un autre cas de figure auquel je pense, si vous appartenez à un groupe et que vous avez une maison mère qui vous impose un référentiel spécifique, on peut tout à fait le modéliser, c'est-à-dire reprendre la liste des exigences et le modéliser dans l'outil, ce qui permet de suivre la conformité à ce référentiel-là. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du partenariat entre Egeri, EBRC et Digora, c'est que Egeri nous fournissons l'outil, la boîte à outils, et le partenaire qui connaît bien le contexte client va pouvoir paramétrer en quelque sorte cette boîte à outils pour qu'elle soit à l'image de votre contexte. Donc, si vous êtes dans le domaine bancaire, effectivement, vous aurez du PCI DSS et autres référentiels. Mais même si on prend l'exemple, par exemple, du Maroc, vous avez votre propre référentiel pour la protection des données personnelles. Donc, vous allez avoir notamment Dicora potentiellement qui peut vous intégrer ce référentiel-là au format Egeri. Donc, c'est vraiment la personnalisation, la configuration par rapport au contexte de l'entreprise qui va utiliser Egeri. Je pense qu'il y a une question qui vient d'arriver de Yasmine. Référentiel 22 000, 23 000. Alors, des référentiels, il y en a beaucoup. Alors, le 22 300, je ne le connais pas. Je ne sais pas si Aline, toi, tu le connais. Je crois 22 300. Je crois de la continuité de service, je crois. Oui, oui. Il voulait poser la question concernant la continuité de service. Donc, c'est la 22 031, je crois. Oui, 301, oui. Donc oui, c'est un référentiel qu'on peut tout à fait modéliser et suivre dans le cadre de cette interface-là. Comme je le disais tout à l'heure, donc nous on travaille beaucoup avec la 22 301 et en fait on peut tout à fait utiliser Egeri Risk Manager pour suivre sa conformité à 22 301 et en donnant par exemple le statut de chaque point d'exigence de la 22 301. Et, je peux montrer autre chose. Hop. Donc, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez mon interface Egeri? Parfait. Si je reprends le module, voilà. Donc, une chose qui est intéressante, notamment si vous voulez faire du suivi de conformité, voilà, c'est dans les mesures de sécurité, une interface, voilà. Une interface qui apparaît ici, qui concerne la maturité des mesures. Donc, on n'avait pas forcément rempli quelque chose pour le webinaire, mais pour chacune des mesures, on peut non seulement la qualifier pour savoir si elle est appliquée, pas appliquée ou programmée, comme le disait Simon tout à l'heure, mais on peut aussi
au niveau de son implémentation, définir un niveau de maturité. Voilà, donc ce niveau de maturité n'intervient pas dans le calcul du risque, mais par contre, il peut être intéressant à utiliser dans le cadre du suivi de conformité à un ISO 22301. Parce que pour chacune des exigences, on peut indiquer, voilà, on peut configurer une échelle de niveau de maturité et indiquer le niveau de maturité de l'exigence, voilà, par exemple. Mais je crois dans ce sens, si vous permettez, donc je crois avant de commencer, par exemple, de se rapprocher à un modèle ou bien à une norme, quoi que ce soit, donc peut-être qu'on aurait dans l'obligation donc de définir donc un plan d'applicabilité des mesures de ce standard pour en sortir donc la maturité comme sortie, je crois, non? Oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Là, ce que je vous montre, c'est l'outil qui permet de suivre un petit peu ça. Mais si vous avez un projet de mise en conformité avec ISO 22301, j'allais dire, c'est un projet à part entière à traiter en amont, voilà, et voir en fonction de votre contexte, définir ce qui est applicable, pas applicable. Le domaine d'applicabilité, oui. Voilà, le domaine d'applicabilité, exactement, et voilà, déterminer les différentes actions de mise en conformité. Alors, sachant qu'ici, on est dans la partie mesure, vous allez pouvoir, hein, dans la partie exigence, conformité, qu'on voit sur la gauche, l'interface conformité, vous pouvez dire en face de chaque exigence si elle est applicable ou non. On peut faire C'est ça, exactement. C'est le domaine d'applicabilité, oui. Les mesures, ça, c'est applicable, non applicable pour, finalement, donc, il y aura à la fin, il y aura une cartographie, donc, saine, donc. Niveau de maturité sain, oui. Voilà. Ben là, nous, on a effectivement les deux interfaces. Il y a la maturité pour la partie mesure, et puis justement, la déclaration d'applicabilité qu'on peut faire directement dans les normes. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Ouais, donc là, on peut voir pour les différentes mesures. Non seulement on hérite de leur niveau d'application parce qu'elles ont été liées avec les de sécurité, mais si vous avez, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais parce que les politiques de sécurité de l'information générale sont applicables, mais vous pouvez les désactiver ou indiquer qu'elles sont que ce n'est pas applicable. Voilà. Pour définir vraiment. Juste une petite question. Donc, en définissant donc normalement donc la cartographie de risque et en passant donc aux programmations donc des mesures, est-ce qu'on pourra par exemple en fin de compte donc d'avoir un tableau ou bien donc le plan d'action par exemple qu'on pourra donc filtrer par acteur pour par exemple pour faire le suivi avec chaque acteur ou bien chaque Oui. plan d'action. Donc je vois pas donc le plan d'action. Donc, en fait, vous avez deux interfaces qui sont intéressantes. Vous avez un outil d'aide à la décision qui vous montre de façon globale l'inventaire des mesures avec le statut implémenté, pas implémenté, et vous pouvez trier pour voir, par exemple, ce qui n'est pas implémenté, leur couverture du risque, etc. Donc et le nombre de scénarios de risque dans lesquels elles interviennent. Donc ça vous permet d'avoir une vue un peu centralisée de l'aide à la décision, comme je vous tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'était au niveau d'un seul scénario de risque. Là, vous pouvez avoir une vue un peu plus transversale. Et une fois que vous avez défini les différentes mesures, oui. Je me permets juste de rajouter une chose sur l'aide à la décision. Elle a aussi une grande valeur du fait qu'elle est capable, cette interface, de vous donner quelles sont les mesures les plus prioritaires avec un pourcentage de couverture qui est calculé, mais d'une mesure sur la totalité, de l'efficacité d'une mesure sur la totalité des risques du projet. Donc, ce n'est pas finalement comme ce qu'on avait dans l'interface des risques, une simulation de la mesure sur le risque, mais c'est en prenant en compte le nombre de risques, la valeur de chaque risque et l'efficacité de la mesure sur chaque risque, on va être capable de calculer vraiment la mesure la plus efficace dans mon projet.
Voilà. Donc là, dans le cas de figure qu'on vous a présenté, effectivement, la mesure de formation du personnel, de sensibilisation du personnel aux politiques de sécurité, etc., on voit ici qu'elle intervient dans 2 scénarios de risque, qu'elle concerne un actif support et qu'elle couvre 3,3% du risque global, et que c'est le taux le plus élevé, entre guillemets. Donc exactement comme le disait Simon, c'est un outil qui permet vraiment d'orienter votre plan de traitement sur les mesures qui sont les plus efficaces. Et une fois que vous avez validé votre plan de traitement, c'est-à-dire que vous avez sélectionné les mesures qui seraient à appliquer, vous avez une interface plan de traitement qui permet, qui fait apparaître uniquement les mesures qui sont programmées, donc c'est-à-dire celles qui correspondent vraiment à votre plan de traitement, et vous pouvez voir ainsi le pourcentage d'avancement. Si pour chacune des mesures, vous avez renseigné, parce que c'est possible, le coût en termes de budget et en termes de charge jour homme, vous pouvez voir de façon, là encore, centralisée l'avancement et le coût du plan de traitement. D'accord. Pour décider finalement si on va traiter le risque ou bien on le prendre ou bien ou bien on le transfère. Voilà. C'est juste une question, donc, si vous permettez, donc, en termes d'utilisation, donc, est-ce que l'outil, donc, c'est en mode on-premise ou bien en mode SaaS ou bien comment ça fonctionne? Alors vous avez le choix. Voilà, il y a les 2 modes existent, soit on-premise, donc à ce moment-là vous installez, c'est une virtual appliance qui s'installe sur votre propre infrastructure, ou vous pouvez souscrire à la solution en mode SaaS. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez. Je préfère donc une promise, donc c'est Voilà, donc c'est tout à fait possible. en web SaaS, donc c'est un risque qu'on va aussi donc à ajouter aussi. Voilà. Après, on est honnête, si vous voulez, c'est un scénario de risque de rajouter. Voilà, c'est un scénario de risque. Mais comme vous allez choisir un partenaire de confiance au centre de l'Europe, certifié 27001, etc., voilà, votre risque, vous pourrez le mesurer de façon complètement transparente. C'est juste d'avoir donc le web SaaS, donc c'est inutile à part. Donc. Non mais donc plaisanterie à part. C'est une charge de travail pour le RSIC, bien sûr. Voilà. C'est la réalité normalement. Ouais. Voilà, donc c'est exactement en fonction du risque que. Mais bon, on peut voir ça de façon. C'est le système qui va traiter le risque, il est en risque. Voilà. Et donc la solution on-premise, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Donc, en fait, ça va être donc c'est multi-utilisateur ou bien donc c'est limité ou bien comment ça se passe donc en termes de licence donc. Donc vous avez une licence avec un pool d'utilisateurs, voilà, donc il y a différents pools qui existent, et vous pouvez utiliser soit pour des utilisateurs nommés entre guillemets, donc si on reprend le cas de figure d'aujourd'hui, ça peut être un utilisateur type RSSI et risk manager et des utilisateurs type risk manager, donc pour l'équipe RSSI, et vous pouvez avoir des licences qui sont utilisées de façon plus flottante entre guillemets pour pouvoir partager certaines interfaces avec, on l'a vu comme on l'a vu tout à l'heure, des chefs de projet pour pouvoir répondre aux questionnaires de qualification. Ça pourrait être aussi des interfaces à partager avec les équipes, notamment IT, pour mettre à jour les mesures, le statut des mesures de sécurité sur les différents actifs et ce genre de choses. Voilà.
Voilà. Donc vous Donc, ça avez si je dire, résume, vous avez un pool de licences Mm. et c'est voilà, et voir en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, il faut qu'on voit ensemble sur combien d'utilisateurs on part. Ça marche. Et concernant donc les licences, sont perpétuelles ou bien une souscription ou bien comment ça se passe? Alors, Là aussi, Simon, dis-moi si je me trompe, mais les deux modèles existent. ouais, exactement. Les deux modèles existent. On a deux types, hein. Enfin, dans les clients, chaque fois, on a les deux types. Il y a des clients qui préfèrent la souscription et d'autres qui préfèrent l'acquisition. Alors, sachant que l'acquisition, vous allez avoir la maintenance, hein, que vous devez payer, mais on va dire que la souscription, vous bénéficiez toujours des mises à jour, hein, majeures. En revanche, en acquisition, vous avez la dernière mise à jour majeure et ensuite vous avez les mises à jour mineures. Voilà, donc c'est la seule différence entre les deux modes, hein, classiquement entre une acquisition et une souscription. D'accord. Et l'outil se représente en tant que, je crois, sous forme d'application web, je crois. C'est pas un client léger, client lourd. C'est ça, c'est une application web, donc vous avez D'accord. un serveur classique et puis ensuite vous avez des clients qui peuvent, enfin des clients web qui peuvent s'y connecter, donc des utilisateurs quelconques. Bien sûr, donc l'utilisateur avec son rôle ou bien, donc c'est... Login, mot de passe, et ensuite il se connecte. Et comme si vous lui avez créé un profil en amont, donc il y a Ouais, cette notion de gestion des utilisateurs, ben forcément il va se connecter, il aura la vue qui sera associée à son profil. Donc si RSSI, par exemple, comme c'était le cas avec Aline, elle aura la vue avec la cartographie des risques globale, les tableaux de bord, etc. Alors qu'un risk manager, il aura accès plutôt à ses projets, pas forcément à la totalité de la cartographie des risques, juste peut-être la cartographie de ses projets. Enfin voilà, il y a différents profils et en fonction des profils, un accès par login mot de passe et ils tombent directement sur le profil qui leur correspond. d'accord. Il y a, je crois, deux autres questions donc, que j'ai dans la tête pour l'instant. Donc, soi-disant, donc, juste question de test. Donc, comment vous proposez donc les tests avant de passer donc à la... Qu'est-ce qu'il y a un moyen donc de Alors, tester donc, il y a, il y a, il y a plusieurs possibilités. On va dire qu'il y a des choses plus intéressantes que d'autres, dans le sens où nous, on met à disposition une plateforme de test qui s'appelle Demo, voilà, où vous pouvez avoir accès à un compte, un profil avec une ou deux analyses de risque. oui, Euh, donc ça, c'est une possibilité. Le problème étant que vous allez être un peu lâché, entre guillemets, dans l'outil avec ce compte-là. Donc généralement, nous, ce qu'on propose également, ce sont des formes sous forme de POC payant, alors avec des partenaires qui vont prendre par exemple une analyse de risque projet, la faire avec vous sous la forme d'un petit projet de validation de l'application, et puis vous voyez effectivement si ça correspond à votre besoin, et, euh, et ensuite si ça correspond à votre besoin, ben, on valide le projet puis on peut passer à la suite. Si, Manoun, il y a dernièrement, on a lancé un audit de base de données, risque base de données. On allie le référentiel d'Igora en termes de risque base de données et avec l'outil de cartographie de risque. Et c'est une mission de 5-6 jours. Et on utilise l'application de Jerry Risk Manager et on utilise notre référentiel d'Igora en termes de risque base de données. On vous fait cette mission-là et on vous livre un rapport et vous allez voir tout le détail et comment ça se passe. Et c'est comme une sorte de POC, mais c'est une mission d'audit de 4-5 jours. Voilà. d'accord. Maintenant, moi je vois que tu as beaucoup de questions, Manoun, et je te remercie pour les questions, parce que ce sont des questions pertinentes, et je vois que vous êtes bien intéressé. Si tu veux bien, on se tutoie, on se connaît déjà. Oui, On peut organiser un deuxième rendez-vous. Allah. Si le confinement est levé ce mercredi-là, on peut faire la semaine prochaine. Je viendrai chez toi, dans ton bureau. On pourra faire une deuxième réunion et on prendra votre cas, et ça sera que pour le cas de votre entreprise. Ok, ça marche. Ça marche. En Ça tout cas, ravi de te voir à ce webinaire.
Ah, bien sûr, le plaisir c'est partagé, bien sûr, donc d'avoir assisté déjà, donc c'est un outil donc pertinent pour les entreprises et surtout donc dans notre cas, donc c'est essentiel. Je remercie Voilà, toute voilà. l'équipe d'Ecora donc pour l'intérêt et pour la qualité de la présentation et tout. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Voilà. merci. Je ne sais pas si Simon, je vais conclure. Si tu as d'autres questions, tu vas faire la réponse après. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, ce que je vous Je propose pense pour qu'il y a Bah, d'autres questions dans le. ouais, il y a pas mal de questions. Pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on vous répondra par mail. Et puis, si besoin, comme l'a précisé Rachid, hein, on pourra toujours faire des présentations personnalisées. Voilà. Donc ça, Juste, je précise que je suis sur Casablanca. Si vous êtes à Casablanca, Rabat ou Marrakech ou Tanger, je viendrai avec plaisir. Il faut juste partager avec moi vos disponibilités pour faire un call conf à distance ou sur place, dans vos bureaux. Voilà, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci Aline, merci Simon. Il y a un replay qu'on va vous l'envoyer par email, juste le temps de le préparer. Vous allez le recevoir par email pour suivre ce webinaire-là. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants et participantes. merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis un bon appétit pour ceux qui. Merci, Oui. bon appétit. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir. Ciao, 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 ciao.